Suite des programmes de la chaîne Brest, capitale des océans, nous allons à présent parler des nombreux débouchés des bioressources marines avec trois intervenants que je vous présente tout de suite. Élodie Fleury, vous êtes chercheur en biologie marine au centre Ifremer de Brest. Bonjour. Bonjour, nous parlerons avec vous plus spécifiquement de l'huître creuse qui nous permet de mieux comprendre les impacts du changement climatique. Philippe Potin, vous êtes chercheur en biologie des algues à la station biologique de Roscoff, vous êtes directeur de recherche. Vous nous parlerez de la place essentielle des algues dans le futur des bioressources marines. Bertrand Tolas, vous êtes directeur général de Polymaris. Vous travaillez sur des bioplastiques qui constituent une alternative au plastique conventionnel et nous y reviendrons dans quelques instants. Élodie Fleury, nous commençons avec vous, avec plus précisément l'huître creuse. L'huître creuse qui est un animal tout à fait extraordinaire qui nous permet de comprendre énormément de choses. Eh bien oui, en fait, l'huître creuse ne sert pas juste à alimenter les plats de Noël. C'est une espèce qu'on étudie énormément parce qu'elle a déjà un rôle économique extrêmement important. C'est l'une des espèces les plus cultivées au monde. Elle est présente quasiment partout, mis à part dans les pôles. Et par exemple, la France est le 4e producteur mondial de cette espèce d'huître creuse. Et on l'utilise aujourd'hui comme un révélateur de ce qui se passe dans le changement climatique. Donc, pourquoi est-elle un révélateur ? elle est un révélateur parce qu'en fait, c'est un animal qui ne peut pas beaucoup se défendre, qui va subir directement toutes les variations de l'environnement. Et elle a aussi la gentillesse de répondre à beaucoup de questions parce qu'on la connaît très bien. En fait, c'est un animal, on sait quand il se comporte bien, on l'étudie depuis suffisamment longtemps pour comprendre son fonctionnement lorsque tout va bien. Et donc, lorsqu'on détecte des anomalies, on peut le voir assez facilement grâce à cette espèce modèle. C'est une espèce surprenante. C'est une espèce surprenante, en effet, parce elle vit dans des milieux qu'on peut qualifier d'extrêmes, c'est-à-dire la zone de balancement des marées. Elle alterne des phases où elle est exondée, des phases où elle est immergée. Il y a beaucoup de prédations qui peuvent venir l'ennuyer, entre guillemets. Elle peut subir l'effet des vents, des vagues, beaucoup de fluctuations de température, de pH. Et vous ajoutez à ça les effets du changement climatique, eh bien, c'est pour nous une espèce robuste à étudier pour voir jusqu'où elle va pouvoir continuer de résister. Et si je peux dire, vous en profitez un peu parce que vous poussez dans les conditions de stress pour voir jusqu'où elle peut aller. Exactement. Donc, vous connaissez tous les effets du changement climatique. Ils se traduisent par plusieurs phénomènes. L'élévation de la température de l'air qui engendre une élévation aussi de la température de l'eau de mer, une diminution du pH, une élévation du niveau de la mer. Donc tout ça, en fait, tous ces phénomènes-là, l'huître va les prendre de plein fouet. Et donc nous, on a la chance de pouvoir l'élever dans des milieux contrôlés et de pouvoir l'exposer avec ces conditions du futur, c'est-à-dire avec des températures d'eau de mer plus élevées, un pH plus acide, et à le soumettre à tout un tas de stress, notamment des pathogènes, pour voir comment elle va réagir. Alors je tiens à préciser que quand on fait ça, on teste surtout les capacités d'acclimatation de l'animal, parce qu'on ne peut pas simultanément se projeter et voir vraiment l'adaptation dans le futur. Il faudra vraiment pouvoir en même temps se placer dans tous les changements futurs qui vont arriver simultanément pour vraiment analyser la réponse de cet animal. Mais malgré tout, on a aujourd'hui beaucoup de résultats qui sont très très intéressants et extrapolables à d'autres espèces. Cela dit, il y aura conjugaison justement de ces multiples facteurs de stress. Exactement, il y aura une conjugaison, notamment quand on parle d'acidification des océans. Vous savez que l'huître a une coquille calcaire, donc il va y avoir peut-être des problèmes au niveau de la synthèse de la coquille. Les algues, le phytoplancton qu'elle utilise comme nourriture peut être impacté aussi par ce changement climatique. Peut-être qu'elle aura du coup à sa disposition une nourriture de moins bonne qualité. Peut-être qu'il y aura l'émergence de nouveaux pathogènes qui vont être plus ou moins virulents. Il va y avoir donc des préférendums thermiques avec cette élévation de la température qui vont modifier ses capacités de reproduction. Et il y a aussi des changements anthropiques dont on peut parler aussi, qui sont la présence de plus en plus abondante de nanoplastiques dans les océans qu'elle va confondre avec sa nourriture et le phytoplancton. Et on sait déjà qu'il y a des effets très très importants sur cet animal. Et c'est un animal qui parvient malgré tout à s'adapter.
Alors jusqu'à présent, effectivement, elle a des capacités de résistance assez importantes, mais néanmoins, on voit que ça se fait toujours par des choix. C'est-à-dire que quand on va l'exposer à des microplastiques, elle va survivre, mais ça va se faire au détriment de certaines fonctions. Donc les microplastiques peuvent être ingérés, ils peuvent bloquer vraiment le système digestif ou simplement transiter. Mais même quand les microplastiques ne font que transiter, il y a des effets, notamment en termes de reproduction, sur les gamètes qui vont être produits. On voit vraiment qu'il y a une diminution de la capacité, de la qualité pardon, de ces gamètes, la mobilité des spermatozoïdes, les larves qui résistent moins bien. Donc il y a quand même des effets. Donc on les voit quand on les prend séparément. Maintenant, le défi, c'est de faire varier tout en même temps et surtout sur des temps très longs pour non plus mesurer l'acclimatation de l'animal. On voit qu'elle s'acclimate, mais est-ce qu'elle est capable de s'adapter? Et donc, est-ce que ces adaptations peuvent se transmettre aux générations futures? Et quel choix va-t-elle devoir faire dans les 50 prochaines années? Oui, quand vous parlez de temps très long, justement, on est sur quelles échéances? Eh bien là, jusqu'à présent, on faisait des expositions qui allaient de l'ordre de la semaine, au mois, jusqu'à l'année. Aujourd'hui, on voit qu'on a des projets qui vont être beaucoup plus longs, où on va travailler sur plusieurs générations. Ça, c'est devenu maintenant incontournable pour pouvoir vraiment mieux se projeter et mieux évaluer la capacité de l'animal à répondre dans ces changements qui, comme je viens de le dire, vont être multiples. Donc, on va avoir des projets qui vont s'échelonner sur 4, 5, 10 ans pour pouvoir étudier ces réponses à long terme en essayant de faire varier le maximum de facteurs et d'être surtout au plus proche de l'environnement. Parce qu'on travaille souvent en milieu contrôlé et donc on la met souvent dans des conditions qu'elle aime bien. Mais l'environnement peut être beaucoup plus féroce pour elle. Donc maintenant, on va travailler vraiment sur de l'eau, par exemple de l'eau de mer prélevée directement dans l'environnement. On ne va pas chercher à filtrer cette eau de mer, on ne va pas chercher à la purifier. On va la prendre telle qu'elle est et on va y associer une température d'eau plus chaude, un pH plus acide, mais pour prendre en compte déjà toutes les variations qu'elle subit de façon naturelle dans son milieu. Et vos travaux intéressent évidemment énormément les producteurs d'huîtres. Oui, tout à fait. Les producteurs d'huîtres subissent de plein fouet ces changements climatiques et doivent s'adapter de façon permanente. Donc, on essaie d'interagir avec eux. On a maintenant des projets dont ils sont totalement partie prenante. Notamment, on pourra peut-être y revenir tout à l'heure, mais sur des projets qui interagissent, qui mêlent les huîtres et les algues, parce que les algues peuvent être soit nuisibles, soit au contraire plutôt profitables. Pour essayer de contrer tous ces phénomènes. Donc, je précise mon exemple. Par exemple, dans certains cas, pour essayer de lutter contre l'acidification qui peut être subie à une micro-échelle par les huîtres, certaines algues et la coculture d'huîtres et d'algues peut être bénéfique parce que les algues vont faire de la photosynthèse, vont capter ce CO2 et donc vont potentiellement protéger les huîtres de ce phénomène ambiant. Donc voilà à quoi on réfléchit aujourd'hui et avec les ostréiculteurs, la profession nous aide énormément par leur savoir empirique et par leur force aussi de frappe pour pouvoir nous aider dans nos suivis. Et c'est toute une communauté d'acteurs qui travaille avec vous, puisque vous coordonnez un réseau national. Oui, je coordonne un réseau national. On a la chance à l'Ifremer d'avoir des séries temporelles qui durent depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. Donc quand on parle d'évolution, de changement climatique, on est obligé de raisonner à ces échelles-là. On ne peut pas dire si c'est un phénomène ponctuel, si on a juste 2 ou 3 ans de recul. Donc grâce à ces séries temporelles, on a maintenant 30 ans de suivi sur l'évolution de la température de l'eau de mer, sur l'évolution de la température de l'air et la croissance et la mortalité de nos animaux. Donc ça va pouvoir nous permettre de dégager certaines tendances, mais aussi de développer des modèles avec ce qui s'est passé dans le passé, justement, et d'appliquer les valeurs prédites par le GIEC et de voir, d'essayer de simuler et de prédire au mieux ce qui va pouvoir se passer dans les prochaines années. Donc ça, c'est extrêmement important d'avoir cette continuité dans l'acquisition des séries temporelles. Et puis vous avez la chance d'avoir un espace extraordinaire pour y travailler, c'est celui de la rade de Brest. Exactement, l'écosystème de la rade de Brest est extrêmement intéressant, il a beaucoup de particularités et on a la chance à Brest d'avoir tout un pôle de gens concernés par cette thématique du changement climatique et je voudrais citer un projet qui s'appelle PPP pour Preventing Plastic Pollution qui fait interagir
agir beaucoup de métiers différents. On travaille avec des enseignants, on va travailler avec Océanopolis, on va travailler avec BMO pour pouvoir vraiment agir à différentes échelles. Donc nous, en tant que scientifiques, on va essayer de répondre, par exemple, sur l'effet de tel ou tel plastique sur la physiologie de l'animal, mais BMO va nous aider à installer des filets, les vider, à installer aussi des poubelles de tri, à essayer de distribuer ne serait-ce que des mugs pour pas utiliser de gobelets en plastique. Donc vous voyez qu'il y a vraiment un mélange de plusieurs aspects. Chacun travaille à son échelle et ça donne vraiment des résultats très très encourageants parce que justement chacun agit à son propre niveau. Et ça, c'est des choses assez récentes de pouvoir vraiment travailler aussi bien avec la ville qu'avec Océanopolis, qu'avec les enseignants, qu'avec les chercheurs. BMO pour Brest Métropole. Vous travaillez aussi avec la station biologique de Roscoff? Oui, on a des projets communs et notamment on essaie, je vous parlais des algues tout à l'heure, on voit qu'il y a vraiment, même si les huîtres et les algues, les macro-algues n'interagissent pas directement, il y a vraiment des effets qui peuvent être très intéressants, des études récentes qui montrent que les algues peuvent influencer le microbiote de l'huître, donc vraiment tout ce qui compose les bactéries, les virus, les champignons qui sont dans son organisme et peuvent parfois soit les ennuyer, soit les protéger. Donc c'est pour ça qu'on travaille vraiment avec des spécialistes des algues pour pouvoir voir comment on peut en tirer le meilleur profit. Et notamment Philippe Potin de la station biologique de Roscoff. Vous allez nous parler justement de la place essentielle des algues dans le futur des bioressources marines. C'est un de vos sujets de recherche. Oui, tout à fait. Donc, ça fait plus de 30 ans, effectivement, je travaille sur les algues et je pense qu'en Bretagne, tout le monde est conscient de l'importance des ressources en algues, puisqu'on a une tradition, effectivement, qui est restée et qui est toujours vivante et qui, en fait, est au cœur d'une économie, en fait, de l'algue. Mais une économie qui est essentiellement basée aujourd'hui sur la récolte des algues à l'état sauvage et qui ne s'est pas tournée, contrairement à l'Asie, vers la culture des algues. Donc aujourd'hui, dans le monde, 98% des ressources en fait, proviennent de cultures et 2% seulement donc, sont encore prélevés dans les populations naturelles. Et c'est l'inverse ici. Donc en fait, cette tendance, en fait, on doit l'inverser parce que les ressources en algues, effectivement sauvages, elles ne sont pas inépuisables. Elles sont aussi en déclin dans beaucoup de régions du monde, donc sous l'impact du changement climatique, du réchauffement des océans, mais aussi d'autres phénomènes qui sont liés aux activités humaines, en particulier des déséquilibres qui vont de l'enrichissement en sels nutritifs à des pollutions plus importantes urbaines ou voire des pollutions par des exploitations minières. Donc en fait, dans ce contexte, on doit se tourner vers des solutions qui vont nous permettre de préserver le potentiel donc, des océans. Et donc de préserver le rôle essentiel des algues. Et ce rôle, donc, tout le monde le connaît pour les algues en général et en particulier les algues qui constituent maintenant le plancton. On sait que donc une partie de l'oxygène qu'on respire, et c'est pas tout à fait la moitié, mais la moitié de la production d'oxygène sur Terre vient donc des océans. Et bien sûr, il y en a une partie qui sert dans les océans, mais il y a une grande partie qui va être aussi dans l'air qu'on respire. Donc c'est un poumon effectivement essentiel donc, pour la planète. Et le plancton, il contribue bien sûr majoritairement, mais dans toutes les zones côtières, en fait, les végétaux marins de grande taille qu'on voit, donc quand on descend sur l'estran, ils contribuent aussi. Donc ce rôle en fait qui est assuré par la photosynthèse, qui va donc avoir pour conséquence de cette production d'oxygène, elle va aussi fixer énormément donc, de carbone, et en particulier donc, le gaz carbonique qui s'accumule depuis donc l'ère industrielle dans l'atmosphère. 80% donc, des excès de gaz carbonique qu'on a émis dans l'atmosphère se sont retrouvés dans les océans donc, depuis un peu plus d'une décennie. La capacité des océans à capter ce gaz carbonique, elle n'est pas infinie. Et donc on doit se poser la question effectivement de comment l'océan va pouvoir continuer. Alors, pas forcément justement en continuant à accroître nos émissions, mais en tout cas, si on reste à l'état où on essaye qu'on essaye d'atteindre avec des objectifs des différentes COP, comme la COP 26,
on doit encore préserver la capacité des océans effectivement à absorber du gaz carbonique et les algues vont l'assurer. Les algues rendent énormément de services. Elles rendent énormément de services. Je crois que tous les gens qui fréquentent la côte ici savent effectivement la richesse des champs d'algues, ne serait-ce que pour aller à la pêche à pied. Et quand on s'aperçoit effectivement des différentes formes de vie, on est loin de voir, bien sûr, la diversité totale qu'il peut y avoir dans un champ d'algues, mais une forêt d'algues, c'est aussi diversifié qu'un écosystème corallien ou un écosystème donc, terrestre qui serait comparable en termes de biodiversité. C'est donc des milliers d'espèces qui peuvent être présentes dans une forêt d'algues. Et ça assure bien sûr donc des services pour nourrir directement certains organismes, mais aussi, surtout, en exportant beaucoup de matières donc organiques pour enrichir des fonds adjacents. Donc ici en Bretagne, on a des fonds sableux qui sont très poissonneux, avec des poissons plats, avec différentes pêcheries qui sont adossées à ces fonds et qui bénéficient en fait de la proximité des forêts d'algues pour être enrichis en matière organique et avoir un fonctionnement effectivement qui est dépendant de ces champs d'algues. Les algues rendent aussi des services à l'homme. Ils pourraient en rendre encore davantage d'ailleurs ici. Alors oui, donc elles rendent des services à l'homme et là aussi on a une histoire donc en Bretagne qui est riche, mais l'histoire en fait elle est mondiale puisque donc les bénéfices des algues pour l'homme elles remontent peut-être elle remonte à la préhistoire en fait avec notamment des traces préhistoriques au Chili d'exploitation des algues avec des traces de dents sur des fragments d'algues qui ont pu être préservés en fait dans des fouilles archéologiques qui datent de 14 000 ans, donc qui indiquaient qu'au moins pour des raisons peut-être nutritives ou peut-être médicinales, les hommes consommaient déjà des algues. Et cette tradition, elle a perduré dans beaucoup de populations, en fait, et en particulier, bien sûr, dans la population asiatique, qui a gardé cette tradition culinaire. Et donc, au Japon, aujourd'hui, on consomme encore 10% de l'alimentation sous forme d'algues alimentaires. Mais ici, c'est plus compliqué. Hein. Il y a un sas culturel, on a l'impression qu'il n'est pas encore franchi. Voilà, on a perdu, mais c'est quelque chose qui revient, puisque depuis maintenant une trentaine, presque une quarantaine d'années, il y a eu des pionniers à justement reprendre les développements de l'industrie des algues ici, qui était déjà assez florissante. Alors, d'ailleurs, pour produire certains ingrédients qui allaient directement dans l'alimentation, en particulier l'exploitation industrielle des algues ici en Bretagne depuis plus de 60 ans, elle est liée à l'exploitation de gélifiants et d'épaississants qui vont pour beaucoup dans l'agroalimentaire. Mais justement, on est familier tous les jours avec des algues dans notre alimentation. Sans le savoir. Sans le savoir. Mais on ne bénéficie que d'une partie en fait, du potentiel, puisque là c'est simplement la fonction de modifier un aliment qui va être utilisé, alors que les éléments nutritifs qui étaient présents dans les algues, ils ont été éliminés dans cette industrie. Donc aujourd'hui, la question est vraiment de valoriser la totalité de l'algue, et bien sûr la meilleure valorisation de l'algue, c'est de la consommer entière, comme ça peut se faire effectivement dans la cuisine japonaise, mais aussi avec ce qui est inventé ici par un certain nombre d'entreprises qui ont essayé de trouver des produits dans lesquels donc, les algues sont incorporées en quantité très significative, plusieurs dizaines de pourcents en fait, du produit, qui permet à la fois d'apprécier le goût de l'algue, parce que si on n'apprécie pas un aliment, on a peu de chances effectivement de s'y accoutumer, mais aussi d'avoir les bénéfices qui peuvent être sur des apports de nutriments, sur des apports de protéines, sur des apports d'acides gras essentiels qui sont apportés par les algues. Oui, c'est un aliment qui n'est ni gras ni sucré, donc il n'a que des avantages. Oui, alors il est sucré, mais pas effectivement avec un goût de sucre. Il est très très riche en sucre, mais sous forme de fibres. Et ces fibres sont très très importantes, en particulier pour notre santé intestinale, pour notre équilibre du microbiote intestinal. Et c'est là des questions qui sont travaillées dans beaucoup de laboratoires du monde, mais qui commencent aussi à déboucher sur des vraies applications, en fait, donc des algues, et du potentiel des algues en médecine. Alors ça peut d'ailleurs être de la médecine préventive, donc qui peut être assurée par l'alimentation des algues, mais aussi par des nouvelles molécules qui sont aujourd'hui produites à partir d'algues et qui pourraient avoir un potentiel de soigner, par exemple, de prévenir des maladies comme Alzheimer, et dont on a montré que le mécanisme d'action en fait, de ces molécules passait par leur action sur le microbiote intestinal, qui lui-même, bien sûr, est relié au cerveau et va prévenir des phénomènes d'inflammation au cerveau qui créent les symptômes de la maladie d'Alzheimer. Et puis les algues peuvent aussi contribuer à l'aquaculture intégrée, c'est comme ça qu'on l'appelle. Alors, on a parlé tout à l'heure, effectivement, de l'importance des huîtres, des algues pour les huîtres et des interactions des huîtres avec les algues. Oui, tout à fait.
Aujourd'hui, donc la culture de coquillage et la culture d'algues, ce sont les cultures marines et même les élevages en fait, au monde qui émettent le moins de gaz à effet de serre. Donc d'un point de vue du futur, effectivement, du développement de notre alimentation, c'est des compartiments effectivement, de production de nourriture qu'il faut vraiment privilégier, d'autant plus qu'elles peuvent interagir favorablement, comme on l'a vu, et que leur association peut ramener des équilibres dans le milieu, y compris pour éventuellement après incorporer d'autres compartiments. Par exemple, aujourd'hui, on décrit beaucoup effectivement l'élevage de poissons intensif dans les mers, à raison, mais intégrer en plus des algues effectivement et des coquillages, quelques élevages de poissons dans un système qui serait équilibré et qui reconstituerait effectivement donc les interactions est possible. Et donc ça, c'est des systèmes qui malheureusement sont encore trop peu répandus, qui sont trop à l'échelle expérimentale. Mais on a un potentiel formidable devant nous. Et ici, on a des producteurs qui sont déjà passés à ça, donc notamment des pionniers qui sont dans l'élevage de coquillages comme les ormeaux, et qui, étant partis pour être des éleveurs d'ormeaux, sont aujourd'hui aussi des grands producteurs d'algues ici dans la région, du côté de Pouillerneau par exemple. Alors, nous évoquions tout à l'heure le problème des microplastiques. Alors justement, Bertrand Tollas, à Polymaris, vous développez une alternative à ces microplastiques avec des bioplastiques. Qu'est-ce que c'est les bioplastiques ? Bioplastique, vaste domaine. Alors c'est une alternative, hein, je veux juste remettre un peu les choses dans le contexte et je rebondirai sur les propos de Jean Lecam hier au conseil départemental qui disait que finalement les problèmes environnementaux au niveau de l'océan pourraient passer déjà dans un premier lieu par une éducation et une prise de conscience, et je partage tout à fait sa remarque. Aujourd'hui, tous nos problèmes de pollution, il y a déjà un gros problème d'éducation des personnes, et donc je pense que c'est une première chose qu'il faudrait faire. Alors notre génération, c'est peut-être un peu tard, mais bon, l'être humain peut modifier son comportement, mais on voit que les jeunes générations qui arrivent sont très très friands et très sensibles à toutes ces démarches environnementales, et on pense que déjà l'éducation peut être un premier palier aux problèmes environnementaux. Le recyclage, bien entendu, et puis ces fameux bioplastiques. Alors, Polymaris a développé un bioplastique, enfin un biomatériau, on va dire, qui est à la famille des bioplastiques. Alors, c'est le mot fourre-tout actuellement, biomatériaux, bioplastiques. C'est un peu compliqué de donner une définition exhaustive. En gros, nous avons développé, via le modèle bactérien, via un micro-organisme marin. Alors c'est vrai que, comme on disait, est-ce que la solution de l'océan ne viendrait pas de l'océan, comme les algues? Un micro-organisme marin qui naturellement produit une molécule qui, pour ce micro-organisme, est une réserve naturelle de carbone, une source de nourriture. Et cette molécule est un polyester. Ça appartient à la famille des polyesters, et c'est pour ça qu'on l'appelle ça un bioplastique, parce que produit naturellement par voie biotechnologique ou par voie biologique. Donc voilà ce que l'on a développé à Polymaris. Molécule connue depuis les années 70. C'est ça. Mais ce qui change avec Polymaris, c'est que vous passez au stade industriel. C'est ça. Alors on n'a rien inventé, entre guillemets. Rendons à César ce qui est à César. Aujourd'hui, les bioplastiques sont connus depuis les années 70. Et puis, était resté un peu dans les laboratoires. Alors, pour diverses raisons, tout simplement parce que les technologies, je pense, les années 70, c'était trop tôt. Il y a beaucoup d'innovations on en discutait hier avec Françoise Duprat, directrice du Technopôle, il y a beaucoup d'innovations qui arrivent trop tôt et qui ne trouvent pas de marché et donc qui restent dans les tiroirs. Il y a aussi les technologies d'industrialisation qui, depuis les années 70, sont considérablement amélioré. Et puis Polymaris, c'est un peu notre métier quand on a créé il y a 14 ans, c'est justement de prendre des innovations de laboratoire et puis essayer de les passer à l'échelle industrielle. Alors on a eu une première success story sur les polysaccharides bactériens, et puis on s'est dit pourquoi pas tenter sur les bioplastiques. Et donc voilà, aujourd'hui Polymaris a réalisé ce qu'on appelle le scale-up industriel, c'est-à-dire le passage industriel de ces bioplastiques, et aujourd'hui on produit quelques kilos. Alors on n'est pas à l'échelle aujourd'hui d'inonder le monde de notre bioplastique, mais on peut commencer maintenant à inonder les acteurs des plastiques qui demandent comme échantillon aujourd'hui un minimum de 25 kilos. Quand la pharmaceutique ou la cosmétique demande 1 gramme, donc vous voyez, les échelles ne sont pas les mêmes. Et le fait d'avoir ce pilote et d'avoir de commencer à produire ces kilos commence à intéresser ces plasturgistes, ces plasticiens, je ne sais pas comment les nommer, et qui sont agréablement surpris parce que finalement ils se disent c'est génial, parce qu'on en avait entendu parler pendant des années dans les laboratoires, ça existe. Alors ils en avaient vu, je dis pas qu'ils en ont vu, mais ils ont dit mais le problème c'est quand on arrivait avec 1 gramme on pouvait rien faire avec ça. Et justement, qu'est-ce qu'on en fait?
Alors aujourd'hui, les plasturgistes, alors la filière plastique est assez complexe, mais en gros, après cette molécule, elle est reformulée parce qu'un matériau, n'importe quel matériau aujourd'hui que vous utilisez est formulé de différents composants. Donc il est formulé. Alors nous aujourd'hui, quand on demande les formulations, c'est pas notre métier, on le fait faire. On demande à ce que tout ce qui soit intégré soit bien entendu biodégradable et biosourcé. Sinon, il n'y a aucun intérêt. Si on rajoute malheureusement des choses négatives, notre biomatériau il perd tout son sens. Et puis il faut le formuler différemment. Alors aujourd'hui, nous on a développé une formule dans tout ce qui va être thermoformage, c'est-à-dire que ça peut faire des bols, faire des verres, faire des barquettes, des choses comme ça. Et puis on a également développé une formule pour faire de l'impression 3D. Et là, vous êtes sur des marchés à haute valeur ajoutée. Alors, sur le marché des bols et tout ça, beaucoup moins. Alors, Oui, on est sur des choses de mass market, mais c'est intéressant parce qu'il y a quand même des industriels, et j'en parlerai juste à la fin en conclusion, qui s'y intéressent sur ce développement, on va dire, plus mass market. Et l'impression 3D, oui, on est sur des marchés de plus petits volumes et de plus haute valeur ajoutée, ce qui correspond bien à la taille et la volonté de Polymaris en termes de développement. On n'a pas prétention et aujourd'hui volonté de devenir le futur Total ou BASF du plastique. C'est un autre métier. Par contre, si Total et BASF veulent venir collaborer, travailler avec nous, on ne sera pas contre. Bon, le message est lancé. Alors, donc, matériaux biosourcés, biodégradables, mais sont-ils recyclables ? Alors, il y a des premiers essais qui ont été faits dans le cadre d'un projet en collaboration avec l'Institut du plastique. Justement, ils ont démontré la recyclabilité de nos matériaux. Alors, la définition de recyclabilité est assez vaste parce qu'en fait chacun a sa définition de recyclabilité. Donc ils ont fait des études, ils ont démontré que oui, notre produit est recyclable plusieurs fois. Je ne vais pas me faire des amis. Aujourd'hui, on dit que les produits sont recyclables en gros à l'infini. Or c'est faux, on sait que dans les faits, un PET ou un PEHD recyclable va être recyclable entre 5 et 7 fois maximum, puisque plus vous allez travailler votre plastique, vous allez le refondre, le chauffer, le fondre, le malaxer, et forcément il va perdre ses propriétés mécaniques, et au bout d'un moment il perd complètement son intérêt. D'ailleurs c'est pour ça que vous avez beaucoup de matériaux, par exemple, qui ne peuvent plus retrouver leur fonction originelle, notamment par exemple des matériaux pour les bouteilles en plastique, vous ne pouvez pas refaire de bouteilles avec. Vous faites souvent des vêtements, parce que le matériau a perdu ses propriétés mécaniques, et donc il faut lui trouver d'autres fonctionnalités. Pour revenir à ce que vous faites à Polymaris, ça ne sera pas la solution à tout, ça sera une des solutions. C'est une solution. Aujourd'hui, on pense que le problème plastique dans l'environnement, c'est une combinaison de plusieurs solutions. Hein. J'ai parlé donc de l'éducation, le recyclage, les biomatériaux, le changement de certaines choses. Aujourd'hui, on voit que sur certains équipements, on peut se passer du plastique, on peut utiliser du bois, on peut utiliser du carton. Donc, c'est toutes ces innovations. Alors, le carton, c'est pas innovant, mais j'ai l'impression que tout le monde redécouvre l'eau aujourd'hui, mais c'est vrai. Tous ces matériaux en fait peuvent juxtaposer, répondre à un problème environnemental conséquent. Et le marché possible est gigantesque. Alors, le marché est gigantesque, mais aujourd'hui c'est tous les acteurs qui doivent se mettre en harmonie pour pouvoir inonder ce marché, parce que le marché du plastique est mondial. Et je le présentais tout à l'heure dans l'atelier, c'est 367 millions de tonnes de plastique produites par an. Donc vous voyez, il y a de la place pour tout le monde. À condition aussi qu'il y ait peut-être un peu de volonté politique. Alors oui, on aime bien aussi le dire, c'est qu'aujourd'hui les industriels, alors on se considère industriel, mais on reste quand même une petite PME, hein, ont des volontés de vouloir avancer, mais c'est vrai que ce problème environnemental, c'est pas forcément aujourd'hui qu'une volonté industrielle, il faut qu'aussi une volonté politique. Alors est-ce que c'est au niveau de la France, au niveau de l'Europe, mais aujourd'hui il faut qu'il y ait une réelle volonté pour développer toute une filière, parce que nous on a le matériau, mais il y a toute une filière à créer, et c'est pas forcément toutes les entreprises mis bout à bout qui peuvent le faire. On le fait bien sur des énergies. Hein. Aujourd'hui, M. Macron va parler des énergies électriques. Donc, il y a une volonté de l'État là-dessus. Je pense qu'il peut y avoir des volontés sur tout. Maintenant, il faut vouloir y aller. D'autant plus que nous avons ici, notamment à Brest, des acteurs, des réseaux. Il y a le campus mondial de la mer, il y a le pôle mer Bretagne-Atlantique. Enfin, on a vraiment il y a un écosystème. Tout le potentiel, tout l'écosystème est présent. Il y a un écosystème, et justement, je vais rebondir sur cet écosystème. C'est que vient d'être créé, là, on profite du One Ocean Summit de créer un GIE, donc un groupement interentreprise, alors très bretonnant, entre les sociétés donc Tribala, que je ne présente pas, hein, leader mondial du soja, j'ai Europlastique. Alors eux sont en Mayenne, mais bon, on les prend quand même. Ils sont pas loin, ils sont à la frontière. Nous avons la société
Nexens à Vannes, nous avons Séché Environnement qui est également en Mayenne, et puis Polymaris. Donc ce JE a été créé justement pour mettre tous ces acteurs. Donc on a toute la filière autour de la table, du matériau finalement au formulateur, au transformateur, en barquette et à l'utilisateur Tribala, et c'est de dire bah voilà, est-ce qu'avec ce matériau biosilite qui va être formulé dans une nouvelle résine qui va s'appeler Nautilium, et est-ce qu'avec ce Nautilium on peut justement gérer une économie et à notre petite échelle bretonne, en espérant qu'elle devienne nationale, puisse apporter notre pierre à l'édifice sur la diminution de la pollution plastique dans l'environnement. Dans cette belle échelle bretonne, voilà. Pas forcément si petite que ça. Merci à vous trois de votre participation. Merci. La chaîne Brest, capitale des océans, continue ses programmes avec tout à l'heure à 14h, toujours ici en direct de 70.8 aux ateliers des Capucins à Brest, un programme sur l'observation spatiale avec Lucie Lautrédoux. À tout à l'heure.